Alors cette vidéo va concerner donc une grandeur vectorielle que je vais appeler V. Voilà, avec bon, généralement on note ça comme ça, mais il y a des autres personnes qui font autrement. Dans certaines théories, ils ne mettent pas de flèche. Voilà, bon, parce qu'ils bon, ils s'en passent de la flèche. Ils font un symbolisme que quand ils mettent quelque chose juste au-dessus, mais ça représente un vecteur. Alors il y a tous des symboles. Hein. Bon, je veux dire, par exemple, si on met un point, si je mettais point, V point, ça peut signifier une dérivée. Bon, il y a des symboles comme ça. Il faut, avant d'entamer, bon, quelle que soit la théorie qu'on va entamer, il faut mettre en place une normalisation des symbolismes d'écriture. Comme ça, bon, on sait bien que qu'est-ce que ça signifie. Il y a le signifiant et le signifié. Voilà. Bon, moi je pars du principe que le vecteur c'est V. Mais attention, le vecteur, on peut représenter des vecteurs comme en mathématiques. Bon, on se soucie uniquement de la grandeur, qui va se mesurer avec voilà, une grandeur physique, par exemple des mètres, un, un vecteur géométrique qui est mesuré en mètres ou un vecteur non géométrique, par exemple qui va prendre, je sais pas moi, un poids ou quelque chose comme ça, un poids. Alors, bien sûr, pour se dire qu'on a un vecteur en présence, c'est que la grandeur n'est pas scalaire mais vectorielle. Si elle est vectorielle, c'est qu'elle a une intensité, qui est la grandeur du vecteur, donnée dans une unité bien précise. Si ce n'est pas un vecteur géométrique, ben, ce sera avec une unité bien précise. Alors, vecteur géométrique, c'est en mètres. Une intensité, un sens, une direction. Alors, maintenant, on peut avoir différents types de vecteurs. Vecteurs liés, vecteurs glissants, vecteurs libres. Voilà, on a différents types de vecteurs, mais s'il est lié à un point d'application, il aura un point d'application comme caractéristique. Donc, il peut avoir 4 caractéristiques. Et même une cinquième qui est la droite. Une droite, on va dire, ce vecteur peut avoir une droite support. Elle peut avoir une droite support. Si c'est un vecteur glissant, par exemple. Voilà. Elle peut avoir un point d'application. Donc, elle peut avoir des caractéristiques qui sont une droite glissante, voire un point d'application, en plus de l'intensité, du sens et de la direction. Mais en général, bon, on parle de vecteur libre, et donc on ne lit pas forcément le vecteur. Quand on donne la définition d'un vecteur, un vecteur est donné par 3 caractéristiques qui sont l'intensité, le sens et la direction. Et donc, on a des grandeurs physiques qui ne possèdent pas de direction ni de sens. Elles n'ont qu'une intensité. Par exemple, la masse. La masse est une grandeur scalaire, mais le poids est une grandeur vectorielle. Donc il y a une direction, un sens pour le poids. Alors que le scalaire, la masse, c'est en kilos. Voilà. Et donc il faut déjà, en physique, vous devez déjà différencier les grandeurs vectorielles, grandeurs scalaires. Alors maintenant, autre chose, c'est qu'on peut passer aussi par des grandeurs, ce qu'on appelle, on peut passer du vectoriel à un autre espace qui sont les complexes. Voilà, on peut avoir un espace complexe, un espace de Gauss, et travailler la physique dans un espace de Gauss. Et inversement, d'un espace de Gauss, on peut repasser en vectoriel. Alors je pense par exemple aux vecteurs de Fresnel. Vecteurs de Fresnel, bon, qui représentent des signaux harmoniques, sinusoïdaux ou cosinusoïdaux, peu importe. Eh bien, là, on peut dessiner le vecteur de Fresnel, mais on peut faire aussi une écriture, voilà, sous forme de réel, de Z et d'imaginaire de Z. Donc un plan de Gauss. On peut travailler dans un plan de Gauss, on peut travailler dans un plan voilà, qui est vectoriel, au travers d'un cercle représenté par un cercle, un vecteur tournant, au travers d'un cercle à une vitesse oméga, qui est voilà, le cercle de Fresnel, et bien sûr des signaux qui peuvent se mettre dans une courbe XY. XY. Voilà, XY, on peut avoir des signaux dans un espace Y. Donc, vous voyez que l'espace pour expliciter un phénomène, je veux dire, il est diversifié. Diversifié. Un espace mathématique OXY, voire OXYZ, on peut être dans l'espace. Donc on peut avoir des vecteurs sur une ligne, des vecteurs dans un plan, des vecteurs dans l'espace.
Alors, d'un vecteur dans l'espace, il faudra... On n'est pas obligé de mettre un repère, mais généralement, on mettra... Si vous faites de la géométrie vectorielle analytique, donc à ce moment, il faut un espace en 3D, c'est-à-dire au IJK. Maintenant, vous pouvez faire des additions de vecteurs sans mettre voilà, un repère. Hein. Voilà, on n'est pas obligé de placer des repères pour faire des additions vectorielles, mais on peut le faire analytiquement. On peut le faire analytiquement, à ce moment on peut mettre un repère. Alors c'est sur une droite, on a le vecteur U. Si on est sur un plan, on a le vecteur OIJ. Et si on est dans l'espace, on a OIJK. Voilà, 3 composantes du vecteur. Voilà, donc tout vecteur peut se présenter sur une droite, dans un plan ou dans l'espace, au travers de repères. Un repère linéaire, un repère 2D ou un repère 3D. Voilà, ça c'est pour les vecteurs. Parce que pourquoi on représente un vecteur? Parce que c'est pour signifier, montrer sa direction, pour montrer son sens. Et à l'échelle, on peut voir sa grandeur. Bien sûr, avec une unité d'échelle. Hein. On a une échelle, par exemple, on va mettre 1 cm et vaut 3 newtons, 10 newtons. 1 cm vaut 10 newtons. Voilà, donc l'échelle aura sa grandeur, qui est la grandeur du vecteur. Et qui est l'intensité du vecteur, parce que l'intensité et grandeur, c'est la même chose. Donc un vecteur V, on peut faire des calculs sur des vecteurs géométriques en mètres, on fait tout, et on peut faire des additions, des soustractions, voilà, des multiplications avec un scalaire. On peut mélanger, voilà les deux. On peut mélanger. Alors je rappelle que les vecteurs, c'est un espace vectoriel de dimension. Tout dépend de quel vecteur on joue. On peut avoir des vecteurs en dimension 1, des vecteurs en dimension 2, des vecteurs en dimension 3. Alors, un vecteur en dimension 3 demanderont 3 composantes. Vecteurs à dimension 2 demanderont 2 composantes. Vecteurs à dimension 1 demanderont une composante. Alors, on peut jouer avec des espaces vectoriels de plusieurs dimensions. Il n'y a pas que 1, 2, 3 dimensions. On peut jouer avec 4 dimensions, 5, 10, 15. Bon, ben là, bon, c'est vrai que pour représenter ça, il y a des difficultés parce que l'espace nous indique qu'on peut dessiner que jusqu'à la 3D. Et encore, la 3D, c'est une fausse 3D. La 3D, c'est une fausse 3D parce que vous dessinez quand même en 2D. Donc ici, on ramène un axe avec un certain angle pour essayer de voir une fausse 3D. Pour essayer de voir une fausse 3D. Donc on est toujours dans 2D. Donc on représente de la 3D dans de la 2D. Bon, on fait un artifice au niveau des axes pour percevoir une 3D. Donc pour dessiner de la 4D, bon, vous voyez que la difficulté. Alors donc, ici, le vecteur V, ben, ça peut être une grandeur qui est indépendante de quoi que ce soit. Donc on manipule des grandeurs vectorielles qui ne sont pas dépendantes de quoi. Par exemple, en mathématiques, quand vous jouez avec les axes O, X, Y, vous faites de la géométrie, mais c'est intemporel. Il n'y a pas de temporalité dans la géométrie. Vous jouez juste avec des grandeurs, des angles et comment on appelle ça, des angles et des mesures. Voilà, des angles et des mesures de longueur. Mais il n'y a pas cette notion de temporalisation, de temporalité, je m'excuse, de temporalité. Alors si je dessine par exemple des signaux, là il y a une temporalité. Hein. Voilà, donc on a une amplitude, on a une fonction du temps. Fonction du temps. Et donc dans les vecteurs de Fresnel, voilà, qu'on représente comment on appelle ça, dans un plan de Gauss, là aussi il y a une temporalité. Oui, il y a une temporalité. Pourquoi? Parce que on sait bien que, bon, c'est une fausse temporalité, je vous le dis tout de suite, parce que on dit qu'il y a le vecteur va à la vitesse oméga. Bah, c'est figé, hein. C'est figé, mais c'est pour vous dire que ça bouge, mais que c'est figé. Normalement, ça devrait bouger, mais bon, sur un dessin, vous n'allez pas faire on sait le faire sur GeoGebra, mais je peux le faire bouger sur GeoGebra, mais si vous dessinez sur un papier, c'est figé, donc on met la vitesse oméga. Mais si dès le moment où vous mettez ça, 2pi f, c'est que, je veux dire, le signal revient assez souvent. Ça veut dire qu'il y a une certaine vitesse. Il y a une temporalité. C'est d'ailleurs, ne fût-ce qu'avec la fréquence et la période, il y a une temporalité. Donc il y a une notion de idem ici, parce que vous voyez le oméga. Donc il y a une temporalité. Donc parfois le temps n'intervient pas et parfois le temps joue. Et alors, si vous jouez avec des vecteurs force, ben, il n'y a pas de temporalité. Hein. Si vous faites la cinématique, il n'y a pas de temporalité. Maintenant, si vous prenez la vitesse, on peut faire un graphique de force variable. Hein.
on va analyser une force en fonction du temps, voilà, on regarde f de t. Pourquoi pas? On aurait un signal temporel. Voilà. Et beaucoup de signaux sont temporels. On peut avoir une tension en fonction du temps, voilà, un courant en fonction du temps. Mais attention, il y a des grandeurs scalaires et le courant, c'est une grandeur scalaire qu'on pourrait mettre vectoriel par un artifice. Voilà, on pourrait mettre vectoriel par un artifice. Voilà. Il est toujours facile, avec une grandeur scalaire, de la multiplier par un vecteur pour la rendre vectorielle. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est des artifices qu'on peut faire en mécanique ou en mathématiques pour rendre un scalaire vectoriel. Il y a moyen. On multiplie par un vecteur. Un scalaire fois un vecteur donne un vecteur. Alors ça pourrait être un vecteur de base. Hein. Ne fût-ce qu'un vecteur de base, ça suffit pour transformer un scalaire en un vecteur. Hein. Voilà. Donc ici, les vecteurs, ici, généralement, quand je manipulais les vecteurs, je faisais des additions, des soustractions, voire, de temps en temps, c'était des grandeurs scalaires, de temps en temps des grandeurs vectorielles. Voilà, la temporalité, je disais qu'il y avait un temps qui jouait. Mais maintenant, quand je faisais de la cinématique, enfin de la statique, je m'excuse, c'est de la statique, quand je faisais la statique, les équilibres de force en statique, bon, la notion de temporalité n'intervenait pas. C'est ça que je voulais dire, c'est pas cinématique, c'est statique. Quand je faisais la statique, ben, j'additionnais des forces, voilà, je soustrayais des forces, voilà, je jouais avec les moments, moment de force, par rapport à un point ou à un axe, peu importe. Je veux dire, là, la temporalité ne jouait pas. Maintenant, quand on manipule un vecteur, on peut faire intervenir cette notion temporelle, notamment en cinématique. En cinématique, là, on peut avoir des vecteurs dépendants du temps. Alors, je vous rappelle qu'en cinématique, il y a différentes lois, hein, il y a différentes lois de la cinématique, mais en général, quand on part d'un espace, pour avoir en fonction du temps, pour avoir la vitesse en fonction du temps, généralement, on fait une dérivée. On dérive. Par exemple, si je prends... non, je m'excuse. Oui, c'est la dérivée de V. La dérivée de E. Que je vais appeler X, hein, plutôt que E. E, c'est l'espace. X de T. Voilà. C'est la dérivée de X par rapport au temps. Voilà. Et si je dérive encore une seconde fois, ben, j'ai dérivé de d dx sur dt, ça veut dire qu'on aura d carré x sur dt carré qui est la dérivée seconde. On dérive deux fois. Là, vous aurez compris qu'on a l'accélération, ici c'est la vitesse, et ça c'est l'espace. En fonction du temps. Donc vous voyez qu'ici il y a une temporalité. Bon, maintenant, si vous voulez revenir en arrière, ben, c'est les outils de primitive ou intégration qui rentrent en jeu. Ou des aires, on peut calculer avec des aires aussi. Si on a une loi qui est assez simple, on n'a pas besoin de faire une primitive pour trouver l'aire d'un triangle. Hein. Voilà, en fonction du temps. Voilà, si on veut trouver une aire par rapport à une loi, bon, il n'y a pas besoin de faire la primitive. On va chercher, on calcule l'aire et vous avez l'aire directement. Donc on peut calculer par dérivée ou par intégrale. Mais ici, encore une fois, il n'y a pas de vecteur. Mais je pourrais transformer sous forme d'un vecteur. Par exemple, ne fût-ce qu'en mettant i ici. Donc à ce moment-là, je jouerai avec x de t. Et donc là, on aurait voilà, du vectoriel qui viendrait, je veux dire, on jouerait, on manipulerait des grandeurs vectorielles, d'espace, vitesse et temps. Donc là, à ce moment-là, on aurait E, V et A. Et inversement, on calculerait des intégrales vectorielles. Et donc, c'est ce que je veux voir ici, justement. Là, je veux voir les fonctions vectorielles. Les fonctions vectorielles, c'est-à-dire des vecteurs qui dépendent généralement d'un scalaire. Hein, généralement, c'est le temps. Ils peuvent dépendre d'un scalaire qui est le temps. Alors, bien sûr, ici, moi, je vais travailler dans un repère de l'espace. I, J, K, O, I, J, K. Et je vais considérer un vecteur V qui est libre de l'espace E. De l'espace. C'est un vecteur E de l'espace E. Dans lequel il y a, voilà, comment on appelle ça, un repère qui est fixé. Un repère O, I, J, K. C'est-à-dire qu'on a des composantes de base
avec une origine. Et les vecteurs là sont libres dans l'espace. Et alors les composantes, je vais les appeler x, y, z. Et on va dire que elle va dépendre de la variable réelle t. Généralement, t, ce sera le temps. T, c'est une variable réelle. Alors, si c'est le temps, bien sûr, le temps sera compté positivement. On n'aura pas de négatif. Mais ici, je vais considérer V de t. Alors, on va V de t, qui n'est pas forcément le temps, mais une grandeur réelle. Mais par la suite, vous verrez que quand on fera la cinématique, ben, les vecteurs dépendront du temps. Les vecteurs dépendront du temps. Ben, ici, moi, je considérais que, bon, je ne veux pas encore caractériser par rapport à la physique, mais par rapport aux mathématiques, c'est-à-dire mathématiques, je vais considérer que le t est une variable réelle et non pas forcément temporelle ici, parce que je vais me mettre dans le point de vue mathématique et non pas dans le point de vue physique. Alors, comment écrit-on une fonction vectorielle? Ben, c'est comme une fonction. Si vous avez une fonction f dépendant de t, une fonction vectorielle, c'est f dépendant de t. Voilà, c'est v de t. Alors, qui peut s'abréger, hein? Ici, il peut s'abréger en f. Quand vous mettez f fois g, vous comprendrez que c'est f de x fois g de x. Bah, on ne va pas écrire chaque fois x, x, x. Si vous avez 36, voilà, les mathématiciens, tout comme les informaticiens et les mathématiciens, bon, essayent de simplifier les écritures. C'est pour ça qu'on dit que bon, les informaticiens sont des fainéants, mais loin de là, parce que eux, quand ils commencent à coder, quand il fait jour, bon, ils terminent quand il fait nuit. Ils commencent le jour et terminent la nuit. Donc, je veux dire, les informaticiens sont loin d'être des fainéants, comme on pourrait, je veux dire, le croire. Non, ils simplifient beaucoup les choses. Ils simplifient les choses. Voilà. Et les mathématiciens, c'est pareil. Donc, on peut pas dire que, bon, on peut pas dire que les informaticiens ou les mathématiciens sont des gens fainéants. Non, ils cherchent des méthodes de simplification, justement pour un gain de temps. Le gain de temps, bon, c'est un rendement. Pour avoir du rendement, il faut du gain de temps. Et du gain de temps, on l'a par des écritures de simplification. Donc, ici, le V de t, ben, je peux l'écrire autrement. Ben, pour avoir plus facile, V. Mais attention, il faut au départ spécifier quand même que c'est une fonction dépendante d'une variable t. Hein, parce que sinon, si vous ne le dites pas au départ, ben, c'est comme quand vous faites des calculs en trigonométrie. Sinus x plus cos x au carré, plus, voilà, ou plus... voilà, sinus 4. Si vous devez faire un gros calcul, voilà, un gros calcul, ben, vous estompez les x, hein, vous travaillez directement avec ceci. On sait bien qu'il y a un argument. Hein. C'est pas parce que vous l'avez pas mis que vous faites une faute. Vous faites tout simplement une omission pour un gain de temps. C'est juste ça, vous faites une omission par un gain de temps. Donc là, c'est pareil. Mais après, à la fin, vous remettez votre x. Voilà. Donc, ici, il faut le dire dès le départ que si vous utilisez une fonction dépendante d'une grandeur, t, ben, faut le dire. Il faut le dire. Au départ, et puis après, bon, vous pouvez écrire comme ça. Vous simplifiez l'écriture. Vous allez écrire v, égale v de t. Alors, sur base de ça, ben, quand on a une fonction vectorielle, c'est comme toute fonction mathématique, ben, on peut en calculer sa limite, on peut en calculer, pour autant qu'elle existe, bien sûr, on peut calculer qui dit limite dit continuité. Hein, qui dit continuité et limite dit accroissement. Et qui dit accroissement dit dérivée. Hein. Voilà, et donc la tour, on va dire qu'on a bouclé comment le cercle est bouclé. Le cercle est bouclé, comme on dit. La boucle est bouclée, c'est ça que je voulais chercher le mot. La boucle est bouclée. Alors, la première des choses qui vient, c'est la limite d'un vecteur. La limite d'un vecteur. Bon, vous utiliserez comme en mathématiques, ben, voilà, la tendance. Hein. Par exemple, si je dis que V, alors bien sûr V de t, c'est une fonction. C'est une fonction. V de t tend vers 0, à quel moment? Ben, il faut que sa variable ici tende vers 0. Alors, V de t tend vers 0 quand t tend vers 0. Je dirais plutôt tend vers un temps t0.
Voilà, je dirais plutôt ça. V de t, voilà, tend vers 0. Quand, on va dire, t tend vers t0, et si les coordonnées, bien sûr, x, y, z de v tendent vers 0, ou plutôt les composantes. C'est les composantes. Là, je rappelle que v, c'est xi plus yj plus zk. Alors v, c'est v de t. X est dépendant du temps. Par exemple, une position dépendante du temps. Hein. Donc, vous voyez que c'est dépendant du temps. Et alors, si on dira que là, c'est v, v qui est v de t, tendra vers 0, si, bien sûr, celui-là tend vers 0, le y de t tend vers 0, et les z de t tend vers 0. À ce moment-là, on vous dira que v de t tend vers 0. Bien sûr, quand t tend vers t0. Hein. Il tend vers 0 quand t tend vers t0. Quand t tend vers t0. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est la limite nulle. C'est la limite d'un vecteur, mais c'est la limite nulle. Parce que tout tend vers 0 ici. C'est la limite nulle. V tend vers 0. C'est la limite nulle. Bon, maintenant, je vais voir une limite non nulle. Parce que comme j'ai vu la limite nulle, je vais voir la limite non nulle, qui fait toujours partie de la limite d'un vecteur, mais ça, c'est un cas particulier, la limite nulle. Maintenant, je vais voir la limite non nulle, c'est-à-dire une limite quelconque. Une limite quelconque qui ne tend pas vers 0. Ben, c'est le même principe. Si vous avez compris ça, ça va être du même principe. Pour une limite quelconque, qui est non nulle, hein, sous-entendu non nulle, donc il faut aller rechercher une fonction vectorielle. Et je vais dire que la fonction vectorielle v est égale à v de t. N'oubliez pas ça. Hein. V de t. Donc les fonctions d'une grandeur t qui est un nombre réel. Par après, ça deviendra le temps, quand j'aurai des applications, quand je ferai des maths appliquées, notamment en cinématique, le t sera le temps, qui sera plus grand ou égal à 0. Alors, v de t, toujours deux composantes x, y, qui sont tous fonctions du temps, qui deviennent des coordonnées si le vecteur est lié à l'origine. Voilà. Plus z de t k, les composantes deviennent des coordonnées si le vecteur est lié à l'origine. C'est un cas particulier où les composantes sont égales à l'origine, enfin les composantes sont égales aux coordonnées si un vecteur est lié à l'origine. Alors là maintenant, je prends un vecteur donné qui est v0. Bon, ici aussi c'est le même. Hein. C'est le même. On aura des coordonnées ici si le vecteur v est lié à l'origine. Si le vecteur v est lié à l'origine, on aura voilà, des coordonnées. Sinon, ça reste des composantes. Et donc ça c'est le v. Et on dira que
V de t, c'est-à-dire V, tend vers V0 ou V de t tend vers V0 de t, c'est la même chose. Simplement les écritures sont différentes. C'est pour bien expliciter pour l'un que ça dépend de la grandeur t, et que l'autre, bon, on ne le met pas, mais on sait bien que ça dépend du temps, enfin, d'une grandeur réelle. Alors, quand est-ce? Quand la variable t tend vers t0. Quand t tend vers t0, et si on a la différence qui est v de t moins v0 de t tend aussi vers 0. Alors, est-ce que j'écris correctement? Non, parce qu'en fait, la différence de deux vecteurs, ça donne un vecteur. Donc, ça ne t'a pas donné un scalaire. Donc, je vais mettre un vecteur ici. Donc, la différence doit tendre vers 0. La différence vectorielle doit tendre vers 0 quand t tend vers t0. Bon, ce qui veut dire que V moins V tend vers V de t tend vers V0 de t quand t tend vers t0. C'est la même chose de dire que V de t moins V0 de t tend vers 0 quand t tend vers t0. C'est-à-dire qu'au niveau des composantes ou des coordonnées, si c'est lié à l'origine, si le vecteur est lié à l'origine, c'est des coordonnées, ben, celui-là, ça veut dire que le x tend vers le x0, le x de t tend vers x0, le x0. La deuxième composante, y de t tend vers y de 0 de t, et z de t tend vers z0 de t, bien sûr, quand t tend vers t0. Bon, et ce qui signifie aussi que x moins x0, x de t, alors maintenant je vais le faire avec celui-ci, x de t moins x 0 de t tend vers 0, y de t moins y0 de t tend vers 0, et z de t moins z0 de t tend vers 0 quand t tend vers t0. Voilà, et ça c'est une limite quelconque. C'est pour une limite quelconque. C'est une limite non nulle. C'est pour une limite non nulle. Alors, il y a des petites remarques à faire, qui sont des propriétés sur les limites de type vectoriel, comme ici. Je vous rappelle que on est dans un repère. J'avais placé au départ un repère R, OIJK. Donc, il est placé dans l'espace. Alors, c'est un repère, comment on appelle ça, direct. Hein. Vous faites tourner le tire-bouchon de I vers J, le K va sortir vers le haut. Voilà. Et donc, on a aussi l'origine qui est, bien sûr, 0, 0, 0. Une des propriétés sur les limites vectorielles, c'est que la limite d'un vecteur est unique. La limite d'un vecteur est unique.
Et c'est propre aussi pour les fonctions, hein. Quand on a une limite, on n'a pas 56 limites. C'est une grandeur. Comme on joue avec des fonctions, c'est la limite d'une fonction n'a qu'une seule valeur, hein. Si elle existe, bien sûr, la limite. Et en plus de ça, ici, il ne dépend pas du choix du repère. Alors, la fonction, je vous rappelle qu'une fonction ne peut pas avoir deux points pour un même x, on ne peut pas avoir le même deux points y, je vous rappelle. Parce qu'une fonction est avant tout une application, mais une application spéciale. C'est pour ça qu'on appelle ça fonction. Si on fait la somme, la limite de la somme de deux vecteurs, c'est la somme des limites de ces deux vecteurs. C'est comme dans les fonctions, hein. En fait, limite d'une fonction, si on a une fonction f plus g égale h, la limite quand x tend vers a de f plus la limite quand x tend vers a de g, c'est comme si on avait la limite quand x tend vers a de f plus g, c'est-à-dire c'est la limite quand x tend vers a de h. Ici on peut appliquer ça au vecteur. La limite, si vous voulez, la limite de la somme de deux vecteurs est la somme des limites de ces deux vecteurs. Donc si on a, ici je l'ai fait avec des fonctions, f, g, alors j'ai pas mis le x comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, on va mettre un vecteur v dépendant du temps, v1 plus v2, dépendant d'une variable t, je m'excuse. Chaque fois je me mets déjà dans le contexte cinématique, mais enfin voilà, c'est égal à v3 de t, la limite quand x tend, enfin quand, on va dire, la limite quand t tend vers t0 de v1 de t plus v2 de t, c'est égal à la limite de quand t tend vers t0 de v3 de t en d'autres termes, sa limite quand t tend vers t0 de v1 de t plus la limite quand t tend vers t0 de v2 de t est égal à la limite quand t tend vers t0 de v3 de t. Et c'est pour ça que dans les dérivés, voire dans les intégrales, hein, les intégrations, dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés. L'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Parce que, quelque part, derrière, il y a un concept de limite. Et quand on calcule sur base de limite, vous faites la limite d'une somme, ben, c'est la somme des limites. Mais ici, on joue au niveau vectoriel. C'est juste ça. Il faut se replacer dans un nouveau contexte, qui est le contexte vectoriel. Autre chose, maintenant je vais aller chercher un scalaire dépendant de t aussi. Donc un vecteur fois un scalaire, dépendant tous les deux d'une grandeur t. C'est-à-dire j'aurai alpha t, qui est un scalaire, hein, j'ai pas mis de flèche, donc c'est un scalaire. C'est une grandeur numérique, on va dire. Ouais, une grandeur numérique, c'est une grandeur qui dépend du temps, hein. Par exemple, la tension, qui est un scalaire, voilà, un scalaire, on peut le rendre vectoriel, je l'ai déjà dit, hein, bon, tension courante, etc. Toute grandeur scalaire, on peut la rendre vectorielle d'une certaine façon. Mais bon, ici, bon, je vais la voir. Supposons que la tension ici, c'est une grandeur scalaire. Allez, par exemple, les tensions, vous pouvez les voir vectorielles quand vous avez du triphasé, par exemple. Alors, vous appelez ça E1, voilà, E2, E3, là, vous pouvez les voir d'une façon où si vous êtes en étoile ou en triangle, un vecteur comme ceci, on peut manipuler des tensions, voilà, en étoile ou en triangle, et voir ça comme des vecteurs. Comme des vecteurs. Donc on transforme en vectoriel, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais quand vous mesurez une tension, vous ne mesurez pas avec un vecteur, vous mesurez un scalaire.
Il n'y a pas de direction, pas de sens au vecteur. Sauf si vous commencez à faire des dessins où vous mettez des vecteurs et que vous représentez des vecteurs décalés les uns des autres. À ce moment-là, c'est normal que vous allez mettre du vectoriel. Hein. C'est normal que c'est parce que vous jouez avec des vecteurs. Manipuler des vecteurs qui vont avoir des directions différentes entre elles. Donc il va y avoir des phasages entre vecteurs, entre tensions. Donc vous allez représenter des vecteurs de Fresnel pour les représenter avec leur décalage et leur grandeur. C'est pour pouvoir mesurer leur déphasage. Mais quand vous mesurez une tension, je veux dire, voilà, vous la mesurez. Si vous ne la comparez pas avec une autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déphasage, vous ne la comparez pas avec une autre déphasée, vous mesurez la tension efficace ou la tension continue si c'est du continu. Voilà, vous avez une grandeur scalaire. Sauf si maintenant, vous voulez voir un déphasage, à ce moment-là que vous voulez mettre sous forme de vecteur, là c'est normal qu'on va passer par des vecteurs, et donc la tension deviendra un vecteur, on va le transformer en un vecteur. Mais une grandeur qui est voilà, numérique, c'est une grandeur qui est dépendante du temps. La plupart toute grandeur dépendante du temps est dite numérique. Alors, quand vous entendez numérique, ça veut dire que c'est une grandeur qui est dépendante du temps. Là où le x est le temps. Et le y, on s'en fout, hein, ça peut être beaucoup de choses. Le y, ça, on s'en fout. Mais en électronique, on retrouve beaucoup de grandeur numérique. Parce que, voilà, c'est dépendant du temps. Et donc, ici, dans ce cas-ci, ce n'est pas une grandeur numérique, c'est une grandeur qui dépend de t. T n'est pas forcément le temps ici, hein, je l'ai dit. Hein. Je reviendrai au temps plus tard. Voilà, plus tard, quand je ferai la cinématique. Mais ici, je vais dire que c'est une grandeur numérique, c'est-à-dire qu'elle dépend... voilà, d'une valeur t qui est un réel ici. Voilà. Où le t en vraie grandeur numérique, c'est souvent le temps. C'est souvent le temps. Mais ici, bon, je vais considérer que t appartient à R. C'est quand même une grandeur numérique quand même. Mais en général, le temps, c'est le paramètre numérique qui intervient la plupart du temps en électronique ou en physique ou en mécanique. Mais ici, je considère la grandeur numérique dépendant de t qui est une grandeur réelle. Bon, je ne dis pas que c'est le temps ici, c'est ça que je veux dire. Le temps, je verrai plus tard quand je ferai la cinématique, je mettrai dans un contexte temporel, temporalisé. Mais ici, je considère mathématiquement, ou plutôt, ouais, mathématiquement, que c'était une grandeur réelle. Alors, si je fais alpha t fois un vecteur qui est u de t, alpha t fois u de t, vous voyez que c'est un scalaire dépendant de t, de la grandeur t qui est une grandeur réelle, fois u de t qui dépend de cette même grandeur réelle. Et si je calcule la limite quand t tend vers t0, de alpha t fois u de t, eh bien, le vecteur u de t va tendre vers u0. Si le vecteur u de t tend vers 0, le alpha, il dépend du t aussi, il va tendre vers alpha 0. Donc à la limite, quand t tend vers t0, on aura tout bonnement alpha 0 fois u0 de t. Pourquoi? Parce que la limite, quand t tend vers t0 de u de t, c'est u0. Et en même temps que t va tendre vers t0, la limite quand t tend vers t0, toujours au même moment, enfin, dans la même variation des grandeurs t, je rappelle que t appartient à R ici, voilà, ben, de alpha t, ben, il va tendre vers alpha 0. Et donc le produit ici, ben, ce sera le produit qui vient aussi des propriétés des limites, hein, sur les produits. Produit des limites, ça vient de... simplement ici on joue avec un paramètre scalaire et un paramètre vectoriel, c'est juste ça. Et donc à partir de là, je vais voir l'accroissement. Parce que pour voir les dérivés, je suis obligé de voir les limites.
bien sûr, je suis obligé de voir les accroissements, je suis obligé de voir les continuités. Donc, une fois que j'ai vu ça, après, bon, la dérivée peut voilà, se définir assez aisément à partir des accroissements. Mais, et des limites et des accroissements. Et de la continuité, bien sûr. Alors, ici, je veux voir l'accroissement vectoriel. Alors, on a soit une variation delta t qui est égale à t moins t0. T moins t0, c'est un accroissement de la variable t. C'est un accroissement de la variable t qui passe de t à t0. C'est un écart, hein. On va dire que c'est juste un écart. C'est un écart qui va de t à t0. Alors, cet écart, on peut aussi l'écrire delta t plus t0 égale t. On peut l'écrire de différentes façons. Hein. Voilà. On peut l'écrire de différentes façons. Mais en tout cas, c'est un écart. Delta, c'est un écart. C'est un petit écart. On va dire un petit écart. Ben, c'est relatif. Quand je dis petit, c'est relatif. Bon, c'est pour ça que j'aime pas te parler. Delta, c'est un écart, point. Petit ou si vous faites 3 moins 5, c'est aussi un écart. On n'a pas encore le concept de limite ici. C'est juste un accroissement. Ça passe d'une valeur de t de t0 à t. Ça passe de t0 à t. Quand on a ça, on a un accroissement vectoriel correspondant du vecteur. On aura le vecteur qui va être delta v, qui est pour t, on aura v de t. Pour t0, on aura v0 de t. Ce qui veut dire qu'on a une correspondance. On a aussi un écart. Dès le moment où vous avez un écart, dès le moment où il y a un écart en t, il y aura un écart en v. Dès le moment où il y a un écart en t, il y a un écart en v. Ce qui signifie qu'au niveau des composantes de delta v, signifie qu'on aura un delta x, delta y et delta z qui est égal à x à l'instant, enfin, pour la valeur t, et x0 pour la valeur, quand on a t0. On aura un y de t, moins y0 pour la valeur t0, et on aura un z pour la valeur t, moins z0 de t0. Donc, ici, ce qui va impliquer le simple fait d'avoir un écart de valeur t, je rappelle que t appartient à R, ben ça va induire des delta V qui vont induire voilà, des variations au niveau des composantes. C'est normal parce que le vecteur possède des composantes, toute variation en fonction, comme en fonction de la variation de t, parce que le vecteur est dépendant d'une grandeur t, toute variation de t va induire une variation de delta v, et toute variation de delta v, et comme elle possède des composantes, vont induire des variations de composantes. C'est aussi logique que ça. Hein. C'est aussi logique que ça. Je veux dire, il n'y a rien. C'est du traitement séquentiel, on va dire. C'est vraiment du pur séquentiel. Hein. Vous avez du delta t varie, donc delta v varie, donc les composantes varient. C'est aussi simple que ça, parce que v possède des composantes. Donc delta v varie parce que elle subit des variations de composantes. Les variations de composantes vont faire que on aura un delta v. C'est les variations de composantes qui feront qu'on aura un delta v. Alors pourquoi on a des variations de composantes? Parce qu'en fait on a une variation des composantes qui sont dépendantes d'une variable t, tout simplement. Et là, je peux écrire la structure de delta v. Delta v. La structure de delta v, bien sûr c'est delta v de t. Hein.
delta V de t, c'est delta x i plus delta y j plus delta z k. Et alors c'est des deltas en fonction de... C'est tout des deltas. Delta psi en fonction du temps. Hein. Quand je dis psi, c'est x, y et z. C'est des deltas en fonction d'une variation delta. C'est en fonction de... ce que j'écrirais plutôt, c'est plutôt delta V par rapport à delta T. J'écrirais ça plutôt ça comme ça. Donc on aurait de delta psi en fonction de delta θ, delta T. Donc c'est un delta V créé, induit, on va dire c'est une variation du vecteur induit par une variation d'une grandeur t. Et comme tout est lié, v est grandeur à la grandeur t, si le t varie, ben le v varie. Et il variera au travers de ses composantes. Voilà. Et il ne reste plus qu'une chose, c'est la continuité. Au niveau de la continuité, on dit que V est continu. Donc là, le vecteur V est continu pour t égale t0. Elle est continue pour t égale. Si justement, au niveau de l'accroissement que je viens de voir maintenant, donc c'est pour ça que je vous disais que il faut voir d'abord les limites, ensuite les accroissements, et puis après on voit la continuité, parce que c'est une chaîne qui est comme ça. C'est comme ça. On va dire c'est le cheminement à suivre pour voir la continuité. Pour parler de continuité, il faut parler d'accroissement. Pour parler d'accroissement, il faut parler de limite. Et je m'excuse. Bon. Oui, pour parler d'accroissement, il faut avoir des notions de limite. Pour parler de la continuité, il faut avoir des notions et d'accroissement et de limite. Et pour parler de dérivés, il faut avoir voilà, ce panel-là. Là, à ce moment, on peut parler de dérivés. Alors, V de t est continu pour t égale t0 si delta V sur delta t tend vers une limite que je vais appeler A, c'est une limite vectorielle, tend vers une limite donnée A, non, je m'excuse, je raconte des bêtises. C'est parce que j'ai perdu un petit peu le filon des idées. V de t est continu pour... C'est la continuité que je dois voir. Ouais, c'est ça. Je dois voir la continuité. V de t est continu pour t est égal à t0 si l'accroissement, c'est ça, c'est l'accroissement, c'est ça que je voulais dire. L'accroissement V de t qui est égal à V de t moins V de t0 tend vers 0. Tend vers 0 quand delta t tend vers 0. En d'autres termes, delta v tend vers 0 vecteur quand delta t tend vers 0. Je rappelle encore une fois que delta t, c'est pas la variation de temps. Je verrai que cinématique, oui, ce sera le temps. Mais ici, je généralise. Hein. C'est une généralisation de la continuité. C'est une généralisation de la continuité.
je vous remets quand même le vecteur, enfin le delta V. Delta V, c'est delta xi plus delta yj plus delta zk. Il tend vers 0 si quand delta t tend vers 0. Et si delta v tend vers 0, c'est parce que delta x tend vers 0, delta y tend vers 0 et delta z tend vers 0. Et à partir de là, ben, on peut définir la dérivée vectorielle que je ferai dans une autre vidéo. Donc ici, ça concernait tout simplement limite, accroissement et continuité, tout simplement. Je vous remercie.